Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 17 janvier, il est l'heure de l'info. L'établissement agricole Edgar Pisani est bénéficiaire du programme Lycée agricole 2030. C'est un projet qui a été mis en place par la région. On vous en dit plus dans quelques instants. Stationner en centre-ville peut parfois s'avérer compliqué, mais pour dynamiser le cœur de Saint-Dizier, la mairie a décidé d'augmenter le temps de gratuité. On va décrypter la politique nationale avec notre invité du jour, François Cornu-Gentil, sera sur notre plateau pour une analyse du discours de la politique générale de François Bayrou. Ce vendredi, Franck Leroy, président de la région Grand Est, s'est déplacé au lycée agricole Edgar Pisani de Chaumont afin de présenter ses vœux, mais surtout de visiter l'établissement et sa ferme dans le cadre du programme Lycée agricole 2030. C'est un projet qui vise à rendre plus attractifs ces établissements. Célia Richard nous en dit plus. Vous avez ici l'internat sur votre gauche. Oui. Avoir un avenir plus clair et moderne, c'est l'idée du programme Lycée agricole 2030. Ce projet lancé par le Conseil régional en 2021 prévoit un budget de 50 millions d'euros de travaux. L'objectif est de rendre les lycées agricoles de la région plus attractifs et de remédier à certains défauts. C'est aussi en investissant dans la qualité qu'on va d'abord motiver les jeunes à venir vers l'enseignement agricole. Et il y a des enjeux d'installation de jeunes qui sont importants. Bon nombre d'exploitations cherchent des jeunes pour les accompagner. Et bon nombre de jeunes aussi ont cette vocation, mais n'osent pas forcément franchir le pas vers l'enseignement agricole. Donc à nous d'être attractifs, à nous d'être attirants pour faire en sorte que la relève arrive dans le domaine agricole. C'est extrêmement important pour nous tous. Le programme se déploie en fonction des idées proposées par les lycées, qui sont ensuite accompagnés par la région pour permettre la réalisation des travaux. On travaille sur des projets. Ces projets, quand ils sont mûrs, quand ils sont validés, font l'objet d'une programmation et de travaux. Donc on a 50 millions d'euros de travaux à faire, c'est extrêmement important, sachant qu'on gère 354 lycées à l'échelle de la région Grand Est. Le lycée agricole Edgar Pisani de Chaumont fait partie des 14 établissements bénéficiaires du programme. Pour leur première participation, ils souhaitent construire une nouvelle étable pour leurs centaines de vaches limousines et rénover la bergerie pour leurs 200 brebis d'Île-de-France. Notre ferme est vieillissante. Nous sommes un établissement agricole d'enseignement. Donc l'enseignement agricole, c'est des cours, mais c'est aussi beaucoup de pratiques. Et donc il faut que nos élèves aient effectivement des locaux appropriés pour s'entraîner. Et nous menons aussi des expérimentations pour le monde agricole et pour les agriculteurs. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir effectivement être novateur, et pour cela il faut des outils adaptés pour le bien-être de nos salariés. Et enfin, la dernière raison, c'est aussi pour le bien-être animal. Un programme qui fonctionne dans la première région agricole de France et qui vise à toucher les 43 lycées agricoles du secteur. Ça marche parce qu'on voit tout de suite le résultat. Quand des investissements sont faits, ça change la vie. Quand on refait un internat, quand on fait évoluer des salles de classe, il y a un bien-être évident. Quand on développe des ateliers, quand on va aller développer, de mettre en place de nouvelles granges pour abriter le matériel du lycée, les tracteurs, pour y travailler sur la mécanique agricole, voilà, les constats sont immédiats, puisque les conditions de travail sont meilleures, les jeunes se sentent mieux, les professeurs sont mieux outillés pour accompagner les élèves, et les résultats sont partout positifs. Le début des travaux est prévu pour le printemps 2025 au lycée Edgar Pisani. Et tout de suite, notre chiffre du jour, le voici, 611. Il s'agit du nombre de morts liés à la grippe qui ont été enregistrés du 6 au 12 janvier. C'est un triste record qui n'avait pas été battu depuis plus de 5 ans. Pour rappel, arrivé précocement en décembre, l'épidémie de grippe continue de déferler sur le pays. Et chaque semaine, Santé publique France publie des chiffres toujours plus inquiétants. Bien sûr, on continue de suivre cela sur puissancetélévision.fr. Depuis la fin d'année, une phase de test sur le stationnement dans la cité Bragarde a été mise en place. Désormais, les automobilistes disposent d'une heure gratuite supplémentaire. Ils ne payent plus à partir de 17h. Une décision qui doit simplifier l'accès au commerce et dynamiser le centre-ville. À Bar-le-Duc, c'est une autre histoire. On fait le point avec la rédaction. Se garer en centre-ville peut parfois s'avérer difficile. Manque de place, prix du stationnement. À Saint-Dizier, jusqu'à la fin du mois de janvier,
Les usagers pourront désormais se garer gratuitement à partir de 17 h. Une bonne nouvelle pour les addicts du shopping. Un test qui fait gagner 1 heure aux automobilistes qui circulent en ville. À cela s'ajoute une demi-heure offerte pour tout stationnement. L'idée est de dynamiser l'hypercentre et d'aider les commerçants. Nous avons vraiment le sentiment que pour drainer des clients en fin de journée, en gros quand on quitte son poste de travail, eh bien c'est pas mal d'essayer d'inciter, de faire que les clients se stationnent plus facilement en fin de journée à Saint-Dizier. Et donc c'est ça l'expérimentation qui est menée, qui a l'air de plutôt fonctionner. C'est une bonne chose parce que pour les gens qui viennent se garer ici, c'est très bien. Bon, moi, j'ai l'occasion de me garer sur des parkings qui ne sont pas payants, mais je dis que c'est une très bonne chose. À Bar-le-Duc, la majorité municipale a depuis plusieurs années fait le choix d'un stationnement payant en centre-ville. Il doit viser à favoriser la rotation des véhicules afin d'aider le commerce de proximité. Pour l'instant, le stationnement payant va jusqu'à 18 h, 1 heure coûte 1 euro, 1h30 1,50 €, 2 heures 2 € et 2h15 au-delà, les usagers pourraient être amenés à payer 25 €. Le problème de la gratuité, elle est vraiment contre-productif sur l'aspect économique, puisque dès que vous faites quelque chose de gratuit, il va y avoir une dominante de voitures qui vont rester, des voitures ventouses, des voitures tampons, et il ne va pas y avoir suffisamment de rotation. Et les gens en fait vont plutôt râler pour ceux qui veulent consommer, en se disant que oui, mais moi je ne peux pas me garer. Donc du coup, ce côté payant, pas trop excessif non plus, permet vraiment que les gens puissent se garer facilement en centre-ville. Dans la cité bragarde, la phase de test doit se terminer le 31 janvier. L'heure sera ensuite au bilan pour la ville et l'Union des commerçants. Un mot de sport et de volley pour terminer. Le CVB 52 a signé hier soir sa première victoire en Ligue des Champions cette saison. C'était face aux Allemands de Lüneburg qui avaient pourtant battu Chaumont 3-2 à l'aller. Les joueurs de Silvano Prandi ont réalisé un match quasi parfait pour s'imposer largement 3-7-0. Une victoire essentielle puisqu'elle permet à Chaumont de rester en vie sur la scène européenne. Avec 5 points, le club revient à la 3e place de sa poule. Les CVBistes joueront leur avenir européen dès le 29 janvier. Ça sera toujours à domicile, mais cette fois-ci face aux Bulgares de Sofia. Et vous retrouverez le résumé complet du match d'hier soir dans l'Infosport de lundi. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir François Cornu-Gentil, ancien député et observateur avisé de la scène politique nationale et locale. Nous allons pendant quelques minutes décrypter les grands enjeux soulevés par François Bayrou lors de son discours de politique générale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été un temps aux côtés de M. Barnier sur l'ancien gouvernement. Ce soir, vous revenez pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est dit pendant ce discours de politique générale. Alors, François Bayrou a qualifié la dette publique d'épée de Damoclès. Selon vous, quelles conséquences cette dette elle peut avoir concrètement en Haute-Marne ou en Grand Est ? Pour le moment, c'est pas seulement la Haute-Marne et le Grand Est, c'est sur toute la France et sur tous les Français. Cette dette, effectivement, si on est obligé de la rembourser, et même pour pouvoir continuer à emprunter, on emprunte de plus en plus cher tous les ans. Aujourd'hui, les simples intérêts de la dette, c'est autant que le budget de la défense, c'est-à-dire 50 milliards d'euros. Au train où l'on va, d'ici 1 ou 2 ans, les intérêts de la dette, ça risque d'être 70 milliards, c'est-à-dire le premier budget de l'État. Quand nous payons nos impôts, on paye peut-être pour les hôpitaux, peut-être pour la police, peut-être pour la gendarmerie, mais on payera en premier lieu les intérêts de la dette. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien. Ce n'est pas seulement le problème de Grand Est, c'est le problème de tout le monde. De tout le monde. Alors justement, vous le dites, on fait des efforts déjà, et des efforts budgétaires sont encore demandés, en tout cas ils devront être faits à tous les niveaux. Comment les collectivités locales, là si on revient un petit peu au niveau local, qui sont déjà sous pression financière, peuvent-elles participer à ces efforts ? Alors il faut voir deux choses, effectivement. Il y a un petit jeu, hein. Chacun dit c'est pas moi, c'est l'autre. En réalité, on a tous amené à cette situation-là. Donc les collectivités disent, nous on gère très bien, mais c'est l'État qui gère très mal. Et l'État dit, mais regardez, les maires, les présidents de conseils départementaux, c'est eux qui sont dépensiers. Tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort. C'est-à-dire tout le monde peut faire des efforts. Ce qui est compliqué, c'est que dans un budget, on veut faire des économies immédiates. Les économies immédiates, c'est forcément violent, c'est des coups de rabot. Et que
aussi bien l'État que les collectivités locales peuvent faire des efforts, mais ça prend du temps. Donc c'est ça qu'on veut. Si on veut avoir des résultats rapides, c'est des mesures très coercitives pour les collectivités et c'est pas bon. Donc il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. C'est quoi, par exemple, des restrictions de budget ? Oui, c'est-à-dire il y a sans doute effectivement aussi bien dans la fonction publique que même dans les collectivités un peu trop d'emplois en réalité, mais c'est pas les gens qui sont fautifs. Il faut attendre qu'ils partent à la retraite, vous voyez, je veux dire. Donc c'est vouloir faire des économies, c'est possible. Les faire brutalement, ça crée des tensions sociales qui sont inutiles et qui sont injustes. Et qui sont compliquées à gérer avec le niveau local. Voilà, exactement. Alors justement, on en parlait de ces efforts budgétaires et vous parliez également des emplois. L'emploi est au cœur du gouvernement, notamment sur le thème de la réforme des retraites. Voilà, le Premier ministre l'a dit, c'est une remise en chantier pour un temps bref. Voilà comment il l'a présenté. Mais ça reste quand même l'une des grandes priorités de la population française. Comment on peut sortir de cette crise ? Je crois qu'il faut d'abord les maintenir, les retraites. Donc c'est essayer de faire en sorte que effectivement les Français aient des retraites décentes, et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis après, il y a bien un vieillissement de la population. Enfin, il y a bien des métiers beaucoup plus difficiles que d'autres. On voit bien que selon les catégories sociales et les catégories professionnelles, l'espérance de vie est plus ou moins longue. Donc ça veut dire que la tâche au travail était plus ou moins difficile, il faut le reconnaître. Et puis on voit aussi que dans beaucoup de domaines, il y a un savoir-faire qui se perd, aussi bien dans les usines, les enseignants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de cumuler un départ progressif et transmettre aux plus jeunes ? Vous voyez, donc je pense que l'erreur qu'on a eue jusqu'à présent, c'est de faire uniquement bouger l'âge, sans considération concrète de la vie des gens, de leurs capacités physiques et autres. Et donc je crois qu'il faudrait une réforme plus intelligente. La difficulté, elle est budgétaire. Une réforme intelligente, c'est sans doute faisable, mais ça prend du temps. Or, on est pris à la gorge de façon budgétaire. Donc c'est cette contradiction qu'il faut essayer de gérer le mieux possible ou le moins mal possible. Est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire sur ce temps, sur ces mandats qui sont quand même assez variables ? Je crains qu'en 3 mois, ce soit très difficile. Je crois qu'en 3 mois, chacun cherche non pas des compromis, mais faire remonter ses revendications qui sont peut-être légitimes, mais qui ne permettent pas d'avancer. Donc je souhaite bon courage à François Bayrou. Alors justement, vous le disiez, ça prend du temps. La France a beaucoup de normes et d'administration. Et il en parlait, François Bayrou, il disait que l'idée c'est de simplifier un maximum les normes. Quelles sont selon vous les priorités pour alléger ces normes au niveau local ? Il faut partir d'abord de beaucoup plus loin que le niveau local. Le niveau local, on ne fait pas tellement de normes. Ce qui fait des normes, c'est les nouvelles lois qu'on fait. Et puis c'est aussi l'Europe. L'Europe, si on compare par rapport aux États-Unis, à d'autres régions du monde qui sont beaucoup plus dynamiques que nous, ils émettent beaucoup moins de normes. Donc l'Europe, ça a beaucoup d'avantages. Un des inconvénients, c'est de nous mettre un peu des semelles de plomb. Donc il faut que les gouvernements aient suffisamment d'autorité pour convaincre les dirigeants européens de calmer des jeux là-dessus. Alors après, on a aussi dans nos administrations beaucoup de gens qui sont très zélés, qui veulent bien faire, et ils ne se rendent pas compte qu'en imposant des normes, ils font monter les coûts, ils font monter la perte de dynamisme du pays. Donc c'est ça aussi qu'il faut arriver à réguler. Alors justement, une des propositions peut-être pour simplifier tout ça, c'était de revoir le mode de scrutin, notamment pour les législatives. Alors vous avez été député, donc vous connaissez très bien ce milieu-là. Selon vous, une proportionnelle aux législatives, ça s'y prête, ça ne s'y prête pas ? Qu'est-ce que c'est finalement déjà ? La proportionnelle, c'est que là, les députés sont élus dans le cadre de la circonscription. Donc il y aurait en Haute-Marne 2 députés, dans la Marne 5 députés, dans le cadre de chacun de sa petite zone. La proportionnelle, c'est un résultat global au niveau département et on fixe le nombre de députés en fonction de ce résultat global. Alors, ça donne une meilleure représentation des partis politiques. L'inconvénient, c'est qu'à un moment où les partis politiques n'inspirent plus confiance, sont rejetés par les Français, on donne encore plus d'importance aux partis politiques. La proportionnelle, si vous êtes bien avec votre parti politique, vous êtes sûr d'être bien placé sur la liste et vous n'avez pas besoin de faire campagne. Donc, à un moment où il y a une crise entre le lien entre les électeurs et les élus, ça va peut-être encore plus éloigner les élus des électeurs. C'est peut-être pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée pour l'instant. Merci d'avoir été là pour décrypter avec nous tout ça.
Merci à vous. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.